Bonsoir tout le monde, donc merci de votre accueil parce que ça fait la deuxième fois que j'ai l'occasion de venir ici et je suis toujours aussi bien accueilli, donc merci à tous, c'est cool de voir autant de radioamateurs d'un seul coup, en dehors des conventions, etc. Moi je suis plutôt au côté, j'ai plutôt l'occasion d'aller aux États-Unis et de voir des radioamateurs aux États-Unis en grand nombre, mais en France c'est plutôt rare qu'on puisse réunir autant de personnes dans une même pièce. Donc ce soir le but c'est de vous parler en fait de satellites, donc de contact par satellite, et de voir un petit peu comment on peut commencer l'activité. Vous allez voir, c'est très facile de démarrer avec des moyens très réduits. Et donc, comme je suis dans le cadre, comme dans le cadre en fait de l'AMSAT, qui est donc une association américaine qui gère en fait l'émission par satellite aux États-Unis, comme j'ai été reconnu dans le domaine de ma société, il faut que je sois ambassadeur. Donc, j'ai eu l'occasion avec de traîner ce titre-là et de pouvoir vous présenter comment démarrer, comment débuter en satellite défilant. Donc quand je parle de défilant, on parle pas de Q au centre, on va pas parler de Q au centre ce soir, puisque c'est un géostationnaire. Là, on va parler de satellites qui passent au-dessus de nos têtes entre 10 et 15-20 minutes, comme peut le faire l'ISS, dont vous avez dû commencer à entendre parler avec la prochaine activité à Alice. Transmettre. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre d'ailleurs si vous avez des questions pertinentes, on est là pour ça. Donc, effectivement, c'est un slide, c'est une adaptation américaine, mais c'est vrai qu'on a tendance à de suite en faire des caisses, on ne fait pas de l'EME, on ne fait pas des choses complexes. Il y a par exemple l'équipement de phonie. Comme ça, mais effectivement, ce qu'il faut penser, c'est penser à ce type d'antenne, ce type d'équipement, pour pouvoir faire du satellite défilant. Donc là, vous avez un exemple de mon équipement, qui est là, pour en discuter, vous présenter un peu plus en détail ce qu'il faut, ce que j'utilise moi et ce que je vais utiliser, mais on retrouve la même, comme par hasard, on trouve le même type d'antenne, qui est l'antenne qui est utilisée par plus de la moitié des gens qui font du portable. Pourquoi du portable? Parce que c'est une activité qui permet de faire de la radio très facilement avec très peu de moyens et de pouvoir le faire quand on n'a pas les possibilités d'avoir un beau pylône chez soi parce qu'on n'a pas la place, on n'a pas le droit, etc. L'intérêt c'est de pouvoir faire des contacts de plusieurs milliers de kilomètres sans avoir de problème de propagation. On peut sortir un petit pocket, un petit équipement comme ça, l'avoir quelque part dans la voiture et puis voir si vous avez un quart d'heure disponible, vous pouvez sortir ça de votre voiture. Regardez s'il y a un passage, et puis faire le passage, et puis un quart d'heure plus tard, vous prenez vos activités normales. Et vous pouvez contacter, en étant ici, en plus au centre de l'Europe, vous pouvez contacter des gens de l'Europe entière, très facilement. Donc tout ça avec des équipements, on va voir tout ça. Donc les satellites sont des relais potentiels, donc la notion de relais, vous la connaissez, c'est une fréquence d'entrée, une fréquence de sortie, c'est un peu différent, mais ça veut dire qu'avec un simple, j'en ai pas du tout, je n'ai pas pris, mais un simple pocket FM, vous allez pouvoir faire des cuissons. Comme vous pouvez rentrer dans un relais, dans le relais UHF qui est au-dessus, c'est ça que je veux dire. Là c'est le même principe. Donc il y a 6 satellites actuellement en fonctionnement. Voilà. Donc 6 satellites FM en fonctionnement. Vous allez voir au niveau des dates, vous avez plein de choses qui sont récentes, parce que les durées de vie déjà des satellites sont quand même pas super longues. Alors, il y a des exceptions. On va le voir tout à l'heure, mais dans la grande majorité, il y a eu beaucoup de lancements récemment. L'AMSAT est d'ailleurs à l'origine des lancements de Oscar 85, 91, 92. On va l'oublier au passage parce que il y a Oscar 95 qui a été lancé mais malheureusement qui a été défectueux. L'espace c'est compliqué, l'espace c'est austère donc ça marche pas tous les coups. Ça coûte très cher pour autant, mais bon. Il y a eu un petit échec, mais il y en a d'autres à venir, c'est l'AMSAT Amérique du Nord. Un gros budget pour pouvoir... la majorité du budget de l'AMSAT, de cette association, vient des dons et est dirigé vers la création et le financement de satellites et des lancements qui vont avec. Donc du coup, ça permet d'avoir des satellites en permanence au-dessus de nos têtes, ou quasiment en permanence, c'est-à-dire que si vous faites le tour des lancements, toute la journée, vous avez des choses. Donc, pas en permanence, mais vous avez des choses toutes
toutes les heures, toutes les 2 heures, vous avez au moins un passage. Donc c'est intéressant parce que effectivement, il faut être là au bon moment. Si vous êtes là dans un quart d'heure, mais que dans un quart d'heure plus tard, vous n'êtes plus là, ça ne marche pas. Il ne va pas vous attendre. Vu la vitesse où ça va très très vite. Bien sûr, c'est des passages qui sont courts, puisque les satellites sont sur des orbites basses. Donc on va voir un petit peu en détail comment ça fonctionne pour faire l'acquisition. Donc là, je l'ai déjà précisé, donc beaucoup de petits nouveaux, de satellites qui sont en cours de développement. Alors on parle que des satellites TFN, donc accessibles avec un petit pocket, je ne vais pas vous dire avec un Baofeng à 35 €, mais à 30 €. Et pourquoi pas, il y en a qui le font au Brésil par exemple, puisque moi je suis en Guadeloupe, donc je ne vais pas préciser, mais vous avez vu, normalement avec l'indicatif FG, vous avez dû repérer. En Guadeloupe, on a tous les gens qui sont dans l'Amérique du Sud et notamment dans le nord du Brésil. Ils sont équipés, la plupart sont équipés juste avec un Baofeng à 30 € et une antenne fabrication maison. Et donc le budget, c'est avec 50 €, ils font des QSO à plusieurs milliers de kilomètres. C'est quand même pas mal, c'est quand même sympa. Donc c'est pas un problème de l'avantage de cette activité-là, c'est que vous n'avez pas besoin de gros moyens pour faire des choses. Donc pourquoi de nouveaux satellites? Parce qu'en fait, on a une technologie qui a permis en fait, de fabriquer des satellites facilement, donc c'est la technologie CubeSat. CubeSat, c'est quoi? C'est un kit en fait. C'est un satellite en kit, pour simplifier, pour faire très simple. C'est quoi? C'est en fait une base en fait, qui est open source, qui permet en fait très facilement de pouvoir construire ses propres satellites et les adapter à ses besoins. Donc ça a permis en fait à des écoles, des universités, etc., de pouvoir faire des expériences, monter des satellites, trouver du financement, et puis toute la partie radio, c'est cool parce que en fait la partie radio, c'est en échange de la télémétrie, vous lui mettez un transpondeur radioamateur. Et du coup, on a des partenariats comme ça pour les derniers satellites de l'AMSAT, où en fait, c'est donnant-donnant, en fait, on vous met les sondes que vous voulez, puis nous, on retransmet la télémétrie, comme ça, vous la récupérez dans votre école. Et puis, en plus, l'AMSAT distribue un logiciel, et ce logiciel-là est utilisable dans le monde entier. Les gens récupèrent la télémétrie, ils retransmettent la data à l'école, en fait. Et du coup, ça permet, c'est un bon deal, puisque les écoles, les universités, les chercheurs sont contents parce qu'ils récupèrent la donnée, et nous, ça nous permet d'utiliser nos équipements. Donc c'est ça un peu le deal, c'est le même deal qui a été fait avec Pixat, qui aurait dû être fait avec Pixat, qui a été le satellite français qui a été lancé il y a un an et demi, et malheureusement qui a entre-temps été tombé. Et il y a un transpondeur qui n'a jamais été ouvert. Donc voilà, les formats, c'est tout petit, donc on parlait tout à l'heure de machine à laver ou micro-ondes ou machin, mais les dimensions, c'est plus la taille d'un Rubik's Cube, pour ceux qui, vraiment, que tout le monde connaît. Alors, parce que ce matin, j'étais en conférence sur le numérique, là, je ne peux pas utiliser les mêmes références. Il y a beaucoup de poussées trop jeunes. Donc 10 par 10 par 10, et puis effectivement, le poids, c'est une donnée, ça dépend des satellites. Et on peut avoir, en fait, le principe, en fait, c'est de pouvoir vraiment faire des Lego, c'est-à-dire d'avoir des morceaux donc ça peut être un satellite 1U, donc 10 par 10 par 10, de U avec chaque fois, et donc ça va avoir une longueur de 20 cm, de 30 cm, mais toujours sur un format 10 par 10. Et donc, ce que je vous disais, c'est ça, c'est un kit, en fait. Vous avez un châssis qui est standard, et puis ensuite, vous mettez des circuits imprimés, donc plus ou moins de batterie, plus ou moins de panneaux solaires, plus ou moins de machin, etc. Donc on peut faire plein de choses, c'est-à-dire que par exemple Oscar 91 est équipé en VHF UHF, en 2 mètres 70 cm, mais la version Oscar 92 est équipée en plus en réception en 23 cm. Donc ça a permis de pouvoir expérimenter, de pouvoir utiliser la partie 23 cm pour faire des essais. Donc régulièrement le week-end, en fait, le satellite est basculé en 23 cm en réception en 23 cm, donc il fallait mettre en 23 cm pour redescendre en VHF. Voilà, l'idée c'est de faire évoluer la plateforme. Les prochaines plateformes seront des transpondeurs carrément linéaires, sur lesquels il faut utiliser du VC de la cible. Donc le faible coût de construction, c'est ça en fait, c'est que c'est accessible aux radioamateurs. On n'a plus les moyens de lancer des Oscar 7 et malheureusement des FO29. Des gros satellites qui sont autonomes, qui ont l'énergie pour pouvoir se déplacer dans
l'espace. Et ça, on n'a plus les moyens, ça coûte des millions de dollars, et plus personne aujourd'hui chez les réanimateurs a les moyens de financer ça. Les lanceurs, c'est pareil pour les coûts de lancement, forcément lancer 1 kg, ça coûte 50 000 dollars, et lancer un truc qui fait 100 kg, il faut imaginer que les coûts de lancement sont juste complètement dingues. La NASA avant avait la capacité de dire bon allez, on met dans un coin et puis on lance. Maintenant ça n'existe plus, et ça existe encore moins avec les entreprises privées qui sont là pour gagner de l'argent. Enfin, Elon Musk il est gentil, mais les satellites radioamateurs ils n'en ont rien à foutre. Donc il faut faire avec les moyens, et avec ces moyens-là, et ça correspond parfaitement à ce qu'on peut. Ça commence aussi à partir de l'ISS, non? Oui, tout à fait. Tout à fait, mais ça coûte quand même de l'argent. C'est pas gratuit. Il y a des arrangements, machin, mais c'est jamais gratuit. Donc on va partir de choses d'un descriptif basique pour que tout le monde comprenne bien. C'est le principe d'un relais. Alors c'est plus un transpondeur qu'un relais. Ce transpondeur FM, ça vous parle tous, où on entre donc ou en VHF ou en UHF et on ressort sur l'autre bord. Donc on rentre, pour la plupart, en fait, pour faire simple, on rentre en 70 cm, on redescend de mètres la plupart du temps. Donc ce sont des transpondeurs. Donc, des différentes possibilités. Donc effectivement, la plupart aujourd'hui pour l'AFM sont montés, UHF montés sur 70 cm de descente de mètres, sauf SO50 qui lui est à fonction à l'inverse. Et comme pour les relais, alors peut-être pas ici, peut-être pas dans la région, je ne sais pas si c'est utilisé, on utilise le CTCSS, donc si vous savez tous comment ça marche, c'est super simple. Et donc avec un CTCSS, on déclenche le transpondeur et on rentre dedans. Alors la particularité, c'est que comme il y a, on va le voir, un effet Doppler, etc., et qu'il peut y avoir du monde sur le passage, ça devient intéressant et important de s'écouter, d'écouter ce qui se passe. Alors c'est pour ça qu'en fait on utilise toujours un micro-casque. Donc là, qui est sur le casque, il est doublé. Donc du coup, ça permet en fait de tout le temps s'entendre et entendre où on est en fréquence, et si on entre bien sur le transpondeur. Donc c'est important de ne pas utiliser un micro. Par exemple, c'est qu'une fois que vous avez une antenne dans la main et que vous devez passer en émission, et que vous devez, si vous commencez en plus à devoir avoir un micro et noter les choses, et puis normalement avec demain il faut s'organiser. On va voir dans le détail comment ça marche. Mais c'est pas obligatoire. C'est une question par exemple du Doppler en FM. On va revenir sur la question de Doppler. Bien sûr, on va en parler. Donc l'idée vraiment c'est d'essayer d'entendre son retour, parce que s'il y a par exemple plusieurs personnes qui appellent en même temps, vous allez appeler dans le vide et vous n'allez pas forcément être entendu, vous pensez que quelqu'un vous répond, ça ne marche pas, etc. Donc c'est un vrai plus d'avoir la possibilité de recevoir, de se recevoir et de savoir si on rentre bien sur le satellite. Donc la solution pour avoir du Doppler, c'est soit d'utiliser un transceiver qui fait full duplex, vous allez voir qu'il y en a, l'utilisation de deux transceivers. Pour revenir au brésilien, j'utilise deux Wuxon, et deux Baofeng pour faire ça. Ils font exploser leur budget, 2 fois 30 €. Donc le principe de passer par le ciel, c'est pratique, forcément, vous n'avez pas forcément besoin d'être sur un point haut. Et ce qu'il faut, c'est que vous voyez le plus bas possible à l'horizon. Alors c'est important à l'horizon. Pourquoi à l'horizon? C'est parce que vous allez voir le satellite avant, assez tôt. Forcément, comme si vous êtes en plein milieu d'une ville, avec des immeubles partout, ça va pas être pratique. Par contre, dès que vous allez vous dégager, vous allez pouvoir avoir quelque chose de sympa. Alors le fait de monter sur un point haut, c'est pratique, parce que ça permet d'aller chercher un horizon qui peut être négatif. Donc d'entendre le satellite, de pouvoir rentrer dans le satellite avant que celui-ci apparaisse à l'horizon. Mais c'est pas obligatoire. Que dès que vous êtes à l'horizon, vous avez déjà la possibilité de faire le passage normalement. Ce qui est intéressant quand on monte sur les points hauts, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, c'est des gens qui essayent de faire des DX, des stations très très loin, à la limite de la portée du satellite. Si vous êtes tous les deux à la limite de la portée, vous allez couvrir en fait une distance qui devient très importante. Il y a même des jeux de records, de distance. Sur chaque satellite, il y a un recordman, il y a un QSO qui est recordman de la distance. Donc
ça permet de pouvoir aller casser les barrières et les distances. Voilà. Donc ça donne accès à tout un continent. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand vous êtes, comme on est situé ici, ça permet de contacter vraiment toute l'Europe. En fait, on a la possibilité de contacter des gens d'Afrique du Nord et des gens qui sont en Islande et en Russie. Avec un petit pocket, avec ça quoi. Donc forcément, ça a quelques inconvénients. Donc en orbite à 500 km, l'affaiblissement du signal est supérieur à celui d'un répéteur. Non, ça je vous apprends rien. Mais forcément, on fait un contact qui est un peu plus lointain que ce qu'on fait d'habitude. C'est-à-dire que rentrer dans un satellite qui est à 500 km, c'est un peu plus compliqué que de rentrer dans un relais. Alors l'avantage, c'est qu'on a quelque chose qui est en vue directement. Mais effectivement, c'est pas aussi simple que de rentrer dans un relais local. Donc, il faut juste un petit peu s'y préparer, il faut avoir un équipement qui est bien réglé et ça va tout bien. Et puis la puissance du satellite, alors c'est là qu'on pense toujours à mettre de la puissance, à dire on va y arriver, on va rentrer dedans avec beaucoup de puissance. Alors pour les gens qui ont des ICOM 9700, des choses comme ça, il faut réduire la puissance au maximum. 5 watts c'est un maximum, c'est vraiment pas la norme. Il n'y a aucun intérêt d'aller au-dessus, parce que si vous allez au-dessus, en fait, vous allez brouiller toute l'entrée du satellite, plus qu'autre chose, et c'est pas un jeu, c'est pas un concours. Et malheureusement, il y a quelques stations qui ne le comprennent pas toujours, qui ne sont pas forcément disciplinées, mais ça sert à rien, puisque de toute façon, le retour, lui, se fera sur des puissances qui sont ridiculement basses. Donc de 100 mW à 3 watts, alors 3 watts c'est exceptionnel, la norme c'est plutôt 100 mW. Bon, il faut bien comprendre que 100 mW, vous n'avez pas des panneaux solaires ascensifs, c'est juste des panneaux solaires qui sont collés sur les côtés, vous avez des petites batteries, donc forcément vous n'avez pas des satellites qui font des puissances énormes et qui tournent à H24. Donc 3 watts, c'est une exception, c'est IO436 qui est un satellite philippin d'urgence et qui ne fonctionne, qui ne passe en émission qu'une fois de temps en temps, notamment quand il est au-dessus de l'Asie du Sud-Est. Mais sinon il est à l'arrêt, donc il peut recharger ses batteries, etc. Mais sinon c'est de la norme, c'est plutôt quelques centaines de milliwatts. Et on a fait des essais avec des gens qui font de l'AMSAT en France, de rentrer avec 50 milliwatts, de descendre la puissance jusqu'à 50 milliwatts, ça rentre très très bien dans un satellite, si on est sur la bonne fréquence, si on a les antennes qui vont bien, et que les pertes liées au câble, par exemple, sont bien prises en compte, ou des choses comme ça, on va faire ça avec du RJ58 de mauvaise qualité. Ça paraît bête, mais on ne pense pas forcément à ça. Même si les longueurs sont très très réduites. Et puis un autre inconvénient, c'est le déplacement très rapide, parce que effectivement un satellite en orbite basse, il est à 24 000 km/h. Il va à 24 000 km/h. Ça peut paraître complètement fou, mais c'est la seule condition pour que le satellite ne retombe pas sur Terre. En tout cas, qu'il ne retombe pas de suite sur Terre. Salut tout le monde. Donc 24 000 km/h, ça veut dire que si on fait un petit calcul rapidement, ça fait des passages. C'est-à-dire qu'ils vont passer, un satellite va passer au-dessus de votre tête en 10 à 15 minutes maximum. Plutôt 10 minutes pour les satellites très basses comme les satellites FM, et puis Oscar 7, ils vont mettre un petit peu plus de temps. On peut même faire des passages un peu plus longs. Où on va arriver à faire quasiment des passages de 20 minutes s'il passe vraiment au-dessus de nos têtes, c'est-à-dire qu'il fait un passage qui est vraiment au-dessus de l'horizon, où il est à plus de 80 degrés. Et donc là, on va pouvoir partir. On va pouvoir profiter du satellite du nord au sud, par exemple, quand je suis en Guadeloupe, si on a un passage qui est de ce type-là, on va pouvoir contacter des gens en Argentine et des gens en Europe, par exemple, si on a un passage à l'est. Et du coup, ça va permettre de contacter 3 continents, l'Amérique du Sud, voir l'Amérique centrale, donc l'Amérique du Nord, voir l'Afrique, et l'Europe, on arrive à faire même 4 continents à seul passage. C'est pas un cul au sang, mais c'est déjà donc, je sais plus, on en parlait tout à l'heure, l'effet Doppler. Donc ça c'est un effet qui est directement lié à la problématique de déplacement, de la vitesse de déplacement du satellite. On va rentrer dans les détails. Et le taux d'occupation, ça c'est le problème, c'est-à-dire que si vous mettez un relais qui est situé juste au-dessus de votre tête,
qui est taxi par des milliers de radioamateurs, bah forcément il y a des embouteillages. Donc forcément, quand vous débutez, c'est pas la peine de vous dire je vais y aller je vois un passage un dimanche midi au-dessus de l'Europe, il va y avoir personne. Ça va poser ça. Si vous voulez écouter, vous être sûr de pouvoir entendre des gens, faites-le. Mais par contre, si vous voulez vous signaler, pour débuter, ça va être compliqué. Donc il faut mieux privilégier les passages où il y a moins de monde, donc c'est-à-dire où les gens sont un peu plus occupés, travaillent, ou qu'il est assez tard le soir. Parce que effectivement, le week-end c'est plutôt blindé. Donc dans ces cas-là, il faut pas monopoliser le passage en se disant tiens, je suis le seul et puis je vais contacter tout le monde. Il n'y a aucune raison de le faire. Il faut être respectueux aussi des autres. Si vous faites un contact, vous voyez qu'il y a 10 personnes, c'est pas la peine d'essayer de les contacter les 10. La communauté radioamateur est suffisamment, l'AMSAT est suffisamment réduite pour que vous ayez l'occasion de le refaire plus tard. On reparlera sur le trafic aussi. Est-ce que vous avez un intérêt à vous signaler de façon régulière? Est-ce que vous allez contacter des gens que vous n'avez jamais contactés? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont rares, qui ont un grid qui est plutôt rare, un intérêt qui soit digne d'intérêt, qui lui va avoir plus d'intérêt à se manifester de façon assistante. Donc c'est quoi l'effet Doppler? Vraiment, vous avez tous, je ne vais pas vous faire le bruit de la voiture qui passe comme ça, parce que normalement vous l'avez tous entendu. Donc c'est exactement la même chose, une voiture qui se déplace, elle génère en fait une modification de son signal, son signal en fonction de son déplacement. Là c'est la même chose, sauf que c'est en chef. Donc le Doppler est important à 70 cm, donc plus on monte en fréquence, plus il est important, c'est logique. Donc on parle de plus ou moins 10 kHz en UHF et plus ou moins 3 kHz en VHF. C'est là ma question. Ouais. Avec un petit boxon, est-ce qu'il n'y avait pas de 1 kg ou compagnie pour pouvoir rattraper? Parce qu'à un moment donné, ça donne l'impression sur un downframe ou je suis incapable de dire, c'est pas les choses que je un poste déjà qui permet de décaler 1 kg. Mais en fait, est-ce qu'il y a un intérêt en FM de pouvoir avoir une précision de la sorte? Absolument pas en fait. Il n'y a aucun intérêt. C'est-à-dire qu'on peut considérer qu'en 2 mètres, 3 kHz, ça ne va pas vous empêcher de recevoir un signal FM. En fait, on va avoir aucune différence. On ne va avoir aucune différence. 3 kg, c'est pour un signal qui fait 15 kg de largeur, ça ne change rien. Par contre, en 70 cm, oui, vous allez être à côté. Donc plus ou moins 10 kg, ça veut dire que vous avez la possibilité, forcément sur un poste, de régler plus 10, plus 5, 0, moins 5, plus 10. Donc là, il peut y avoir 5 canaux, ou 3 canaux au moins. Donc là, vous allez devoir vous déplacer le long du passage. Donc effectivement, au début de passage, vous allez vous caler d'une certaine façon, et puis au fur et à mesure que vous allez avancer dans le passage, vous allez avoir besoin de caler en fréquence pour rester dedans. Donc en général, c'est en émission. C'est à 70 cm, c'est pas toujours le cas, mais c'est aussi l'intérêt de s'écouter. Donc il faut exactement, c'est l'intérêt de s'écouter, parce qu'effectivement, si vous n'êtes pas calé dessus, ça marche pas. Donc comment gérer le Doppler, c'est aussi valable par rapport à la problématique. Alors par contre, la vraie problématique, elle est sur les linéaires. Là où on monte en ASB, on reçoit en USB. Donc imaginez la syntonisation, en HF, vous avez une syntonisation à faire. Imaginez quand elle bouge sans arrêt. Donc vous habituez vite à ne pas être syntonisé. Donc, clairement, si vous entendez des enregistrements sur YouTube, vous cherchez un petit peu des enregistrements sur les satellites linéaires, vous allez vite voir qu'on s'habitue très très bien à jamais l'être, comme on peut l'être sur un contact en BX ou comme ça. Voilà, ça fait partie du truc. Les QSO vont très très vite, donc si on commence à devoir syntoniser parfaitement le truc, le QSO on l'a loupé. Donc il faut s'adapter et essayer de se retrouver, en sachant que l'effet Doppler, à moins d'être situé à quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres, il ne sera jamais le même entre la station d'émission et la réception. Donc on ne peut pas se dire, tu te calais précisément sur cette fréquence et cette fréquence. Déjà, le temps de le dire, ça aura bougé. Le temps d'expliquer, de donner les fréquences, ça va avoir bougé. Et donc, on se donne des rendez-vous plus ou moins en disant, je serai sur cette fréquence-là en baissant plus ou moins. Voilà. Et effectivement, si vous n'êtes pas sur le même continent, le décalage il va être de l'ordre de jusqu'à 10 kg, puisque vous allez passer monter en émission sur une fréquence et vous n'allez pas vous retrouver du tout au même endroit de l'autre côté. Donc la règle c'est plutôt d'ajuster, en tout cas sur les linéaires, d'ajuster la fréquence en UHF.
Et en général, quand on est sur un mode B, c'est-à-dire monter en 70 cm, redescendre en 2 mètres, bah, c'est l'UHF qu'on va devoir régler. Donc effectivement, le satellite, vous allez bien entendre sans avoir à régler le Doppler. Par contre, il faudra bien être sur la bonne fréquence en émission pour que vous puissiez rentrer dedans. Donc si vous avez un simple poste qui est simplex, que vous n'avez pas votre retour, il faudra bien réfléchir à être sur la bonne fréquence et puis anticiper, c'est-à-dire se dire, bah, durant le contact, durant le passage, il va falloir que je règle mon truc, sinon il va plus m'entendre. Je ne vais plus rentrer dedans. Donc, le logiciel qui est aussi. Oui, enfin, quand on est en portable, C'est vrai que. et c'est pareil, hein, effectivement, il y a des logiciels, il y a des postes qui gèrent tout ça, de façon complètement automatisée. Alors c'est très bien, ça donne l'impression que vous avez l'impression de maîtriser la chose. Et je peux vous garantir que tous les gens qui font de l'AMSAT de façon régulière, ils n'utilisent jamais ça. Parce que c'est un peu comme... comment dire, c'est pas ce qu'on cherche dans la radio, dans l'animatoriste en général. C'est pas sportif. En fait, il y a des avantages aussi à ne pas l'utiliser. Donc c'est pour ça que... Parce qu'en fait, le logiciel, il va corriger jusqu'à une certaine limite. Et si vous devez vous déplacer en fréquence très rapidement, parce que vous tombez sur un DX, parce que vous cherchez à faire une fixation en particulier, la correction automatique ne va pas forcément être intéressante. Ce qui va être intéressant sur une station fixe, ça va être d'avoir un panoramique, comme il y a sur le 9700. Parce que là, vous allez voir le scope entier du transpondeur linéaire, et vous allez pouvoir voir où il y a des QSO. Parce que c'est ça qui est intéressant. Si vous appelez sans arrêt et puis que vous dites j'ai fait aucun QSO, mais qu'à côté de vous, à droite et à gauche, il y avait des stations, vous les avez pas entendues, et qu'eux aussi appellent. Donc forcément, le panoramique type SDR est vraiment sympa. Donc voilà le genre de choses on va régler sur un... Là, on ne parle pas forcément de linéaire sur la présentation. Là, on parle vraiment de ce que vous pouvez faire avec un petit pocket, un petit portatif FM. Et donc, le plus simple, en fait, ça va être d'utiliser une programmation avec des mémoires, en fait. On va directement rentrer en mémoire ce genre de choses de programmation. Et vous allez vous créer 5 mémoires, et puis avec les 5 mémoires, comme je le disais tout à l'heure, vous allez pouvoir ajuster la fréquence d'émission. Et là, il faudra juste penser à décaler de façon régulière, toutes les 2-3 minutes, passer d'un canal à l'autre. Parce que de toute façon, vous n'allez plus rentrer dans le linéaire, dans le transpondeur. Donc, si vous avez oublié, c'est ce qui va vous... lui, le satellite ne va pas vous oublier, il va juste pas vous ignorer totalement. Donc il faut... alors après c'est pareil, hein, il y a des gens qui sont adeptes de mémoire, il y a des gens qui le feront à la main, c'est pas particulièrement... ça peut paraître comme ça super simple, mais n'oubliez pas qu'en même temps vous allez devoir tenir une antenne, vous allez devoir faire des QSO, vous allez devoir éviter de raconter votre vie sur les satellites, aller vite, donc il y a une certaine logique. Effectivement, on est bien d'accord sur le côté sportif des QSO par satellite. Parce que c'est vraiment ça. On n'est pas sur quelque chose, on n'est pas sur le relais du coin à parler pendant 2 heures. On est sur quelque chose où on va s'amuser, on va se piquer à essayer de faire des contacts avec une certaine... à essayer d'être efficace le plus possible. Donc, comment savoir où sont les satellites? Alors, il y a plusieurs solutions. Il y a des logiciels de prévision en ligne, donc j'en recommande un puisque c'est un petit site que j'ai fait moi. Et, il y en a d'autres. Il y a forcément celui de l'AMSAT aussi. Et puis il y a plein d'autres solutions. Il y a des applications smartphone. Donc sur smartphone vous avez SatSat pour iPhone et AMSAT Droid free sur Android. Les deux sont gratuits. Ça va pouvoir vous permettre d'avoir savoir où sont les prochains passages, quels sont les satellites qui vont passer, comment ils vont passer. Puisque bien sûr à chaque fois ça se décale et donc on va avoir un horizon qui est plus ou moins intéressant, qui vous intéresse plus. Ce qui est concrètement ce qui va être intéressant, c'est de me dire je voudrais bien contacter des gens qui sont... je sais qu'il y a une expédition par exemple en Islande, c'est pas des passages au sud qu'on va essayer de faire, c'est des passages au nord, qui sont orientés dans la direction. Ou utiliser une application sur ordinateur, donc PCSat32, qui est une application d'origine, mais il y en a plein d'autres, il y en a des open source, qui permettent
non seulement afficher les passages, mais pouvoir également piloter le rotor, piloter le poste pour gérer l'effet Doppler, etc., etc. Et là, vous êtes dans un canapé et ça marche tout seul. Orbitron est complètement dépassé maintenant, puisqu'il n'est plus maintenu depuis le front. Donc il y a G-Training qui est open source. Il y a des consoles. Donc voilà l'exemple de ce que vous pouvez voir sur un passage sur le logiciel Gelitoji. Donc vous avez l'endroit où se situe le satellite avec les différentes fréquences. Et vous avez différents passages, différents prochains passages, avec les heures d'AOS, donc de lever et de coucher, avec la durée du passage, l'élévation maximum, et puis un petit qui vous donne une indication assez intéressante sur comment vous allez devoir orienter votre antenne, dans quelle direction vous allez devoir orienter votre antenne. Donc si vous utilisez une antenne comme celle-là, il va falloir orienter en direction du satellite, c'est-à-dire que vous êtes là et vous allez devoir tourner. Donc ce qui est intéressant quand vous allez faire un passage, c'est de regarder par rapport au satellite quelle orientation, d'où il va partir, de fixer un point d'où il va partir, de fixer un point d'où il va arriver, et puis de savoir que vous allez devoir faire ce mouvement-là. Donc ce mouvement-là, dans la durée, vous allez devoir faire ce mouvement-là, là en 10 minutes. Donc là vous avez les passages de 10 minutes, 6 minutes. Donc là c'est des passages très très bas, avec une élévation maximum de 4 degrés, donc ça devient assez sportif. Donc là il faut avoir un horizon qui est parfait par exemple. Et vous avez la possibilité de contacter des gens en Mongolie, des choses comme ça. Au Kazakhstan, je connais relativement. Enfin, je connais moins bien, j'ai moins d'habitude. Ah, mais c'est ça. Donc, et là, c'est la version sur l'ABSAT, donc ça revient au même, c'est toujours le même principe, AOS, l'élévation maximum, etc. Donc, je pense que c'est parlant. Si c'est pas parlant pour tout le monde, dites-le moi. Posez-moi des questions, n'hésitez pas. Donc ça va vous permettre de pouvoir évaluer en fait. À un instant T. Alors là, vous l'avez pour un satellite en données en question, mais sur sat.fgelitoji.com, vous pouvez dire, vous rentrez votre locateur, vous rentrez vos informations et vous envoyez, ça va vous calculer pour tous les satellites, et ça va vous donner une liste de chaque satellite par satellite, les prochains passages, ce qu'on peut faire aussi dans un logiciel. Du coup, ça va vous permettre de pouvoir programmer vos activités. Donc préparer un passage, c'est pas. En fait, il ne faut pas commencer à sortir de son matériel et dire bon maintenant je vais essayer de voir s'il y a un satellite, il faut faire le contraire. C'est-à-dire que commencer par faire des prédictions de passage, donc ce qu'on vient de faire avec le logiciel de votre choix, et regarder, bien regarder les heures d'arrivée, de passage, etc. Par exemple, si vous devez cette antenne-là, elle se démonte complètement intégralement, puisque je suis venu avec en avion, ça rentre dans un bagage. Dans une valise, tout se démonte, et forcément si vous devez le remonter, tout à l'heure j'ai dit que ça m'a pris 3 minutes, mais alors si vous êtes en plus stressé, vous avez de fortes chances de en plus monter des éléments à l'envers et de foirer le passage. Un autre truc qui est arrivé, alors c'est un running gag, c'est tous les radioamateurs de l'AMSAT s'amusent avec ça, c'est d'inverser les câbles. Un truc, il y a moi j'ai pas mis de code couleur, mais j'ai mis VU. Mais ça empêche que VU, des fois, on peut se tromper. Forcément, si vous mettez une mauvaise antenne sur le mauvais truc, si vous avez un passage de 10 minutes et que vous mettez 8 minutes pour trouver où est le problème, dommage. C'est embêtant quand on fait un passage, qu'on s'arrête sur le bord de la route et qu'on se dit c'est cool, je vais faire un passage. Quand vous avez un passage très bas, vous êtes sur une île qui est un DX et que vous devez contacter des gens d'Europe qui sont tous au courant et ils vous attendent, ça fout un peu plus. C'est du vécu, c'est pour ça que je dis ça. Donc ça arrive à tout le monde, même au meilleur. Donc non, ça fait partie des trucs. Et puis effectivement, le temps de s'en apercevoir, des fois c'est pas beaucoup de. Il faut pas beaucoup de temps. Effectivement, sur 817, on voit SWR, donc il y a un problème. Donc le temps de débrancher, le temps de rebrancher, si vous êtes sur un passage très bas, vous avez 3 minutes, le temps de s'atomiser, c'est fini. Donc le temps de vous trouver sur le satellite, c'est fini.
Donc ce que je vous disais, hein, c'était planifié sur où va passer le satellite, je le vois qui va monter là. Donc sélectionner la mémoire, la fréquence appropriée, donc toujours, ça veut dire que si vous n'avez pas en tête tous les transpondeurs, à force on les a tous en tête, hein, à force de pratiquer, tous les satellites qui sont en circulation, on les a en tête. Mais quand on fait un passage bas ou que c'est un challenge, des fois on vérifie 3 fois pour être sûr de la fréquence alors qu'on la connaît, hein, mais c'est juste histoire de, avant le passage de se dire bon, ok, je me suis pas planté, mais je vais quand même vérifier parce qu'on ne sait jamais quoi, parce qu'on n'a pas le temps de se dire on aura le temps de trouver des trucs. Donc connaître son locateur. Donc effectivement en VHF ici, on utilise les locateurs à 6 caractères. Mais sur satellite on n'utilise que les 4 caractères. Donc ne surtout donnez jamais les 6 caractères, ça ne sert à rien et c'est une perte de temps. Comme on cherche à gagner du temps, je vous recommande de ne pas le faire. Surtout que le correspondant lui ne va même pas les noter, ça n'intéresse pas. Voilà. Donc quand vous êtes en portable, vous avez des applications mobiles, etc. pour connaître votre position directement sans avoir à convertir, etc. Comme un GPS qui vous donne le locateur avec précision. Là, en l'occurrence, on a besoin de 4. Alors pourquoi c'est intéressant d'avoir de la précision? C'est qu'en AMSAT, l'ARL reconnaît quand on est à cheval en fait, sur un grid. Enfin sur 2 grids ou sur 4 grids. Donc on peut être sur la croix si vous êtes à 5 mètres près entre les pieds entre deux grids, deux grands carrés locateurs. Si vous êtes JN 39 et si vous êtes entre JN 39 et 38, là, vous allez pouvoir valider le QSO en JN 38 et JN 39. Et du coup vous allez pouvoir donner 2 grids à votre correspondant. C'est une activité basse par exemple, ça rend le QSO prioritaire sur les autres. Si on est parce que si ce sont des grids qui représentent un intérêt, mais effectivement si vous mettez tous à faire de l'AMSAT en JN 39, il n'y aura plus forcément beaucoup d'intérêt non plus pour l'activité. Mais un truc qui peut être drôle, moi que j'ai fait à Saint-Martin par exemple, puisque c'est une île avec deux entités d'XCC, donc on pourrait imaginer faire la même chose sur la frontière, c'est que vous pouvez faire le QSO avec les deux indicatifs. Et du coup, l'ARL le prend en compte. Si vous mettez un certain nombre d'informations qui prouvent que vous êtes bien sur la frontière, ils vont vous valider l'activité en étant DL, barre de fraction, indicatif, plus votre indicatif. Ça peut être intéressant, c'est marrant, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qu'il faut faire toutes les 5 minutes, et ça peut être intéressant de le faire par exemple sur les frontières entre le Luxembourg, l'Allemagne et la France. Là on est sur quelque chose d'assez fun. Donc je sais pas s'il y a des endroits où vous savez où sont les frontières, etc., ça peut être rigolo de le faire. Moi je l'ai fait sur Saint-Martin, c'était très drôle à faire, et du coup en fait si vous faites 20 QSO sur un passage parce que vous êtes très sollicité, parce que c'est des îles qui sont peu activées, pas activées du tout, et du coup vous faites 20 QSO en PJ7 et on envoie les 20 QSO en Foxira, et vous envoyez tout ça à l'ARL, et du coup vous avez fait 40 QSO besoin. Et je peux garantir que vos correspondants sont contents. Donc oui, effectivement, si vous faites juste ce genre d'activité, que vous êtes sur un grid rare, etc., parce qu'il y a des gens en Europe et aux États-Unis, un peu partout, qui sont spécialisés là-dedans, qui voyagent beaucoup. Il y a des gens qui sont sur des bateaux, qui sont dans le transport maritime. On a un capitaine de bateau, un métallier ou quelque chose comme ça, russe, qui fait le tour du monde en permanence et qui est actif en satellite et qui fait des grilles comme ça, les uns derrière les autres. C'est sympa, c'est une activité qui est sympa. C'est intéressant d'être chasseur de grilles, mais c'est aussi intéressant d'être chassé. Donc c'est vraiment encouragé aussi dans l'activité comme ça. Donc il y a effectivement la possibilité de... Si vous prévoyez d'aller au Luxembourg, par exemple, il n'y a pas de radioamateur au Luxembourg qui fasse de l'activité satellite régulièrement. Donc si vous voulez activer quelque chose d'assez rare ici, il suffit d'aller au Luxembourg et vous allez avoir des gens d'Europe entière, si vous êtes en FM, ou du monde entier, enfin des États-Unis, qui vont absolument essayer de vous contacter. Moi le premier, parce que j'ai jamais fait le Luxembourg, par exemple, depuis la Gaule.
Donc autant en Allemagne, ça devient rare, autant... Non, mais, voilà, autant en HF, Luxembourg est quand même pas mal actif, mais autant en satellite, c'est... Et il y a beaucoup de grids en France qui sont quasiment jamais utilisés. Donc on a des gens en région parisienne, mais on a par exemple à Dijon, quand je suis allé à Dijon, j'ai fait des QSO, alors c'est entre Dijon et entre Dijon et Strasbourg, je sais plus, j'ai fait des QSO là-bas, ça a été la guerre totale. Donc effectivement, forcément il y a des endroits où il suffit qu'il y ait un radiomateur qui fasse du satellite pour que ça enlève l'intérieur du grid, mais les grids d'à côté c'est pareil, sont du coup sur le gaz. Et effectivement j'ai fait, je crois que c'était JM38-39, j'ai fait au sud de Metz, il y a le passage du JM38-39 et j'ai fait des QSO dessus aussi. Alors après, moi comme je suis que de passage, j'ai fait quelques QSO et c'est tout, et il est toujours autant cherché. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on va vérifier la puissance de votre émetteur, et ne dépasser jamais 5 watts. Il n'y a aucune raison de le faire. Et celui qui le fait, il se met toute la communauté à dos, parce que c'est facile de le savoir. C'est-à-dire que si je soupçonne qu'il y a quelqu'un qui a plus de 5 watts, je connais le gain de mes antennes, il suffit juste que je compare ma puissance à la sienne, je vais avoir une idée à peu près rapidement de ce qu'il a comme antenne, et puis je vais voir en full duplex si je passe par-dessus lui ou pas. C'est facile de savoir, grosso modo, si vous avez 5 watts, 50 watts ou 500 watts. Donc, de toute façon, ça va se savoir, et puis vous allez curieusement lancer des appels sans arrêt et dans le vent, parce que plus personne ne va vouloir vous parler. Donc c'est le meilleur moyen de vous blacklister, c'est ça. C'est un toit de sortie poste ou PAR? De quoi? En PAR ou en sortie poste? Non, en sortie poste. Après, effectivement, quelqu'un qui utilise des équipements UME et qui sort plus de 100 000 watts, il a un problème. Mais bon, dans ce cas-là, tout le monde le sait. Enfin, on imagine DL7 ou PAV qui ferait du satellite. C'est ça, c'est DL7 PAV. Celui qui fait de l'EME en UHF. Donc si lui envoie même 10 000 watts dans ses antennes, plus personne qui rentre dedans. Mais bon, voilà, avec son indicatif, on se rendrait compte qu'il y a un truc pas mal. Effectivement, les gains, c'est pareil des antennes, ça sert à rien d'avoir 17 éléments parce que vous risquez d'avoir un problème de pointage et de le louper. Donc, c'est pas la Lune, donc il n'y a pas besoin. Enfin, avec 3 éléments en VHF, vous faites des très beaux QSO. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette antenne-là, elle existe en 2 versions. Donc, la version comme ça, c'est la version standard. Vous avez une version qui s'appelle Alaskia et qui fait en fait un élément de plus en VHF et 10 éléments en UHF au lieu de 7. Elle est très très bien, elle est plus faite pour faire vraiment des passages très très bas. Et elle a un gros désavantage, c'est qu'elle pèse une tonne, c'est-à-dire qu'en fait déjà ça pèse assez lourd. Mais la version Ascal qui est rangée, elle commence à vraiment peser très lourd. Si vous commencez à faire de l'haltérophilie pour faire de satellite, ça va commencer à convenir. On va le voir aussi au niveau des antennes, c'est pas fait pour être mis sur un trépied. On en reparlera. Donc voilà ce qu'on précisait tout à l'heure sur le Doppler, c'est ajuster la fréquence UHF. Donc généralement ça a les ondes montantes, mais c'est pas toujours le cas, puisqu'on est sur la 150, c'est pas clair. Donc ça pose d'autres problèmes. Enfin, ça a un avantage, c'est qu'en fait du coup quand on reçoit l'UHF, le fait de recevoir l'UHF, ça permet de suite de le suivre, en fait, de savoir que le Doppler il se fait en réception et du coup on ne peut pas se louper. Par contre on peut se louper quand même parce que c'est pas une porteuse continue sur la 150. Contrairement aux autres, donc du coup si on n'est pas en émission dessus, on n'entend pas son retour, etc. Donc, ça devient compliqué de ne pas avoir des postes full duplex après. Donc voilà, l'idée c'est de se dire à l'OS on cale une fréquence et puis 2 minutes après, 4 minutes après, 1 minute après, 10 minutes après, à chaque fois on change de façon progressive. Donc effectivement on va utiliser, pourquoi pas utiliser une antenne sur un tripode? Alors, il y a des gens qui le font, il y a des photos, il y a des gens qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Ça peut fonctionner, mais c'est vraiment pas optimal. Pour une raison très simple, c'est que régler l'azimut et l'élévation, c'est toujours ça se fait, mais gérer la polarisation, et là en fait il y a plein de gens qui découvrent ce que c'est une polarisation. Malheureusement on n'a pas que des gens qui sont des experts en la matière. Et pourquoi on utilise une Yagi en polarisation horizontale et pourquoi on part en verticale, etc. Là on a affaire à en fait, un satellite qui se déplace dans le ciel, donc qui arrive dans une position et qui va se déplacer dans le ciel
Et donc du coup on va passer de la position horizontale à verticale à horizontale pendant tout le long du passage. Parce que l'antenne, elle, par rapport à nous, elle va se déplacer dans le ciel. Enfin, sa polarisation va se déplacer. Donc il faut adapter la polarisation en permanence. Donc forcément, si vous avez une antenne qui est faite pour faire du satellite fixe, par exemple, on va utiliser des X-Quad, des antennes à polarisation circulaire. Mais par contre, quand on utilise des antennes comme ça, il faut adapter. Et donc, l'avantage de l'avoir de la main, c'est que vous allez pouvoir gérer l'élévation, l'azimut, mais également la rotation, donc la polarisation avec la rotation du point de vue. C'est un peu comme du ping-pong. Il faut apprendre à gérer vraiment son coup, avoir un coup de main. Alors, je vous dis vraiment, c'est vraiment ça, c'est qu'il faut avoir le coup de main pour chercher en fait la meilleure polarisation, la meilleure azimut de l'élévation. Donc on bouge son antenne sans arrêt. Si elle est fixe, on bouge pas forcément quelque chose. Donc on va pouvoir entendre quelque chose, mais pas pour rentrer dans le satellite, ça va être beaucoup plus compliqué si on n'a pas la bonne polarisation, la bonne orientation pour le satellite. Donc il faut jouer avec ça. Donc ça c'est un des éléments qui rend le truc sportif et qui rend le truc sympa. Et donc comme je vous le disais tout à l'heure, faites des QSO courts et laissez le temps aux autres, c'est-à-dire qu'effectivement si vous monopolisez le satellite pour vous sans raison, c'est pas cool pour les autres. Mais surtout si vous faites un QSO qui a un rallonge, si vous contactez, vous êtes dans le même club et que vous êtes à 10 km l'un de l'autre, commencez pas à dire et commencez à voir tes enfants, et machin, etc. L'idée c'est vraiment d'être hyper efficace. Donc, je le dis parce qu'il y en a qui l'ont, j'ai déjà entendu. Après un autre conseil que je peux vous recommander, c'est quand vous allez utiliser un micro-casque, parce qu'effectivement si vous avez un poste full duplex, vous allez avoir un souci, c'est que vous ne pouvez pas écouter le parleur, donc il faut forcément un micro. Vous prenez un petit Y dans le commerce, et puis vous prenez un petit interphone, un petit dictaphone comme ça. Il n'y a pas besoin d'avoir un H3, 4, je sais pas quoi. Il n'y a pas besoin d'un truc professionnel, un truc comme ça, MP3 qui se branche en USB. Ça vous permet d'enregistrer votre passage. Vous allez enregistrer votre passage et puis vous allez pouvoir calmement ensuite remplir votre log. Parce que si vous pensez que vous avez le temps de remplir votre log quand vous faites le passage, ça va être compliqué. Donc, à part si vous avez 3 bras, ça vous pouvez le faire. Une secrétaire. Pardon ? Une secrétaire. Ou une secrétaire, ouais, c'est toujours. Alors par contre, la secrétaire, ça marche, ça peut marcher. Le problème, c'est que si en même temps vous êtes en train de chercher le satellite, ça peut pas se passer. Vous avez quand même une raquette à moustique. Donc il y a des bouts de protection là. D'ailleurs, vous voyez, celui-là il est parti. Je pense qu'il est parti dans l'œil de quelqu'un. Je ne pense pas, mais il faut faire attention. Si vous avez du monde autour de vous, il faut faire attention. Il y a aux États-Unis, j'étais à Ancashon, au Floride cet hiver, ils mettent ils entourent le truc, le gars qui est au milieu, il n'y a personne qui peut se rapporter avec une surface vraiment qui est autour pour pouvoir pour que ça soit balisé, pour pas qu'il y ait d'accident. Périmètre de sécurité. Il y a un périmètre de sécurité. Donc là, on parle vraiment de pratique sur un QSO, donc partager le passage, je l'ai déjà dit, laisser les autres finir leur QSO, alors ça, il n'y a rien de pire que ça. C'est effectivement, c'est malheureusement, quand vous faites des build-up, vous savez ce que, normalement c'est à peu près la même chose. Voilà, ça sert à rien de passer sur le négatif si la personne n'a pas répondu. C'est exactement la même chose et ça arrive aussi en satellite, malheureusement. Ça doit être les mêmes qui font ça. Évitez de refaire des QSO, c'est ça, si vous avez déjà contacté quelqu'un avec 18 fois et qu'il y en a d'autres qui voudraient bien le contacter, soyez cool quoi. Alors ne pas appeler CQ, alors ça peut paraître bizarre, mais en fait on passe pas de CQ parce qu'on essaie d'optimiser, donc si vous commencez à faire CQ, vous passez votre indicatif une fois, normalement le satellite il est plus là, donc c'est dommage, vous avez pris la parole pour rien. Donc effectivement l'idée c'est de simplement en fait donner votre call et votre locateur. Donc ça serait gratuit. Donc par exemple F6 KFT JL39. Et vous passez juste ça. Vous lancez par appel, vous signalez en donnant Foxtrot 6 kg Foxtrot Tango, Juliette November 39. Voilà. Et vous relâcez une pro. C'est tout. Pas besoin de plus de fioritures.
Là, avec ces informations-là, vous avez passé tout ce qu'il faut. Si quelqu'un doit contacter pour la première fois F6KFT ou qu'il a envie de contacter quelqu'un qui est en J939 parce qu'il ne l'a pas contacté, il va pouvoir le faire. Il a suffisamment d'informations pour savoir si ça l'intéresse ou pas. Par contre, effectivement, dans ce cas-là, vous le faites parce qu'il n'y a personne d'autre en QSO. Ou à la fin du QSO, vous allez simplement balancer l'indicatif et le prix. Ok. Utiliser la phonétique, ouais, parce que je l'ai fait comme il ne fallait pas tout à l'heure, mais effectivement, passez bien la phonétique, donc Foxtrot 6, Kilo, Foxtrot Tango, et pas F6KFT, parce que F6KFT, même si c'est de la FM, ça ne va pas forcément passer. À part si vous connaissez parfaitement la personne en face, qu'elle va vous reconnaître, ou qu'elle sait que vous allez sur le passage, etc., et que vous voulez gagner du temps, mais il y a une chance sur deux qu'elle ne prenne pas bien le call et que ça se passe mal. Donc autant toujours avoir une discipline. Et donc je vous disais tout à l'heure, priorité aux stations rares, en portable, sur des grids qui sont particuliers, etc. Si vous êtes chez vous, que vous avez contacté déjà plein de gens en Europe, etc., et que vous pouvez juste écouter le passage, et puis vous n'êtes pas obligé de le signaler, ou vous signalez, et puis si la personne vous répond, vous n'insistez pas. Par contre, ça vous laissera le loisir de pouvoir écouter, et de vous rendre compte que peut-être en fin de passage, vous avez une station que vous avez jamais contactée, et là, de pouvoir l'appeler. Et si vous monopolisez la parole juste pour pouvoir appeler des gens que vous avez déjà eu 10 fois, ça n'a aucun intérêt. Un truc intéressant, c'est que aussi bien sur le Twitter-board de l'AMSAT que sur Twitter, en suivant le hashtag AMSAT, vous allez pouvoir avoir beaucoup d'informations sur les activités, etc. Et du coup, vous tenez au courant de ce qui se passe, ce qui va se passer. Donc c'est pas la peine. Par exemple, quand moi je me suis déjà retrouvé en expédition et une autre expédition en même temps, on s'envoie un petit message en disant toi tu fais le passage de 91, moi je fais le suivant, etc. Si on se retrouve les deux sur un même passage, il y en a un des deux qui va dire je te laisse le passage et puis merci, au revoir, parce que ça sert à rien d'être en FM, c'est juste pas possible. Par contre, quand vous avez une activité, vous avez plusieurs activités qui se cumulent comme ça sur les transpondeurs linéaires, donc ça fait venir tout le monde et que vous faites un carnage total. Mais c'est quand même c'est plutôt rare. Donc je remets pour les gens qui sont un peu qui n'auraient pas bien lu, donc utilisez uniquement la puissance minimale requise. Donc à partir du moment où vous entendez, ça suffit. Ça sert à rien de faire plus. Donc je le dis tout à l'heure, mais donc le 817 c'est 5 watts. Avec 5 watts j'ai fait 7500 km. Donc il n'y a pas d'ampli, il n'y a pas de limite. Et le record sur Oscar 7, c'est plus de 8000 km, donc pas loin de 8000 km, et c'est avec 5 watts. Okay, donc si vous considérez que pour monter sur un satellite qui est juste au-dessus de vos têtes, donc c'est-à-dire à 400 km, vous devez mettre beaucoup de puissance, c'est qu'il y a un problème dans votre équipement, donc ça ne sert à rien d'insister. En général, d'ailleurs, les gens qui mettent beaucoup de puissance, c'est juste qu'ils ont une réception très mauvaise, des antennes de mauvaise qualité, des coaxiaux qui sont pourris, et ils ont 30 mètres de coaxial en UHF, et ils s'étonnent que ça ne rend pas comme il faut envoyer, donc ils mettent de la puissance pour compenser. Ça ne sert à rien, si votre réception est mauvaise, elle est mauvaise. Et favoriser les nouvelles stations, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc cette antenne-là, que vous voyez là ici, c'est cette antenne-là, donc la A2. Donc c'est une antenne américaine. Alors, je ne vais pas vous dire, je vous encourage surtout pas à acheter du matériel commercial. C'est juste la meilleure antenne qui existe pour faire du satellite, qui est utilisée par tout le monde, parce qu'elle est démontable. Si vous fabriquez quelque chose, ça va être plus difficile d'avoir quelque chose qui soit vraiment portable et démontable. Mais donc c'est pour ça qu'elle est utilisée. C'est pas parce qu'elle a une performance incroyable, etc. C'est très facile de fabriquer une antenne. Moi je vous encourage plutôt à utiliser une antenne. Comme c'est une antenne américaine et que je suis obligé de un petit peu m'adapter au système, à ce que font les Américains au niveau du type de présentation. Je fais un petit peu de leur pub. En fait, il y a un distributeur en Allemagne qui s'appelle et qui distribue, mais effectivement, moi je vous recommande vraiment de vous amuser avec du satellite, avec du matériel fabriqué maison, parce que c'est très très facile. Combien ça vaut ça? Je crois que je l'ai. Voilà. Donc ça coûte. Ouais, la version sans duplexeur comme celle-ci coûte 99 €. Et la version avec duplexeur.
Oui, non, il faut de la marge, hein, il n'y a pas de problème. Après, je vais vous montrer le vrai intérêt en fait, de ça, c'est qu'effectivement ça peut se... C'est par rapport à une que je vous avais fabriqué, ça ne va pas se mettre dans une valise aussi facilement. Donc l'intérêt en fait, c'est qu'il y a du filetage en fait, et du coup ça se démonte et ça se remonte très facilement. Donc c'est pas tout élément et ça tient en donc ça peut se faire aussi. Hein. Oui, c'est pas non plus. C'est pas non plus impossible. Il n'y a rien de. Il n'y a rien de. Voilà. Moi je ne suis pas pro matériel commercial, hein. Si on peut éviter, on évite, mais effectivement le côté confortable de la chose est évident. On en discute tout à l'heure avec John, puisqu'il a voulu fabriquer la sienne et il a dépensé 20 fois. Enfin pas la sienne, mais des antennes comme ça, il a dépensé 20 fois en temps et en argent. Quand on a besoin de quelque chose qui est assez fonctionnel, c'est pas mal d'avoir un bon produit commercial aussi. Mais par contre, moi je m'éclate plus avec un petit pocket et une antenne de fabrication maison pour faire des contacts, parce que je l'ai dans la voiture, qu'elle traîne. C'est plus embêtant de ramener une antenne ruban dans une valise, de risquer de la casser, de ne pas avoir le matériel pour le réparer. C'est réalisable de toute façon. Non, mais il n'y a aucun souci. Au contraire, moi je vous encourage à réaliser. Moi, le problème, c'est que quand je voyage, je ne peux pas me permettre d'avoir un truc qui casse ou qui n'est pas bien adapté, qui n'est pas construit. Donc je sais mettre ruban. Mais chez moi, ouais, je sais ce que j'utilise. Vous avez, alors sur le site sat.gmutologie.com, vous avez des schémas de choses que j'ai fabriquées, qui sont éprouvées, enfin que j'ai pas inventé. Hein. Vous avez une Moxon 2 mètres avec des éléments UHF dessus qui vont très très bien. Que tous les Brésiliens utilisent au Amérique centrale, donc c'est très facile. Juste une question sur la polarisation. Une fois que c'est croisé là, ça veut dire qu'ils sont forcément déphasés l'émission? Ouais, en fait, les satellites en fait, de type CubeSat, on a en fait une antenne, en fait on a le même déphasage, en fait, on a le même décalage des antennes. Du coup on n'est pas obligé d'orienter son antenne pour les missions d'observation. Par contre on devait le faire avec le Flo 29, puisque les Flo 29 et les antennes c'était. Je sais plus comment elles étaient. Non, il y en avait une au-dessus, enfin, je sais plus, il y avait un truc qui faisait que on était obligé de jouer avec la polarisation en émission. Là on n'a pas, normalement normalement on est calé, on est bien calé. Concernant les équipements, donc sur les portatifs, on a un produit qui existe, qui est full duplex. J'en ai. Le seul problème, c'est qu'il coûte 500 €. On a un petit chinois qui s'appelle le Moxon, alors à part sur les 150 où c'est compliqué, mais sinon sur toutes les bandes, donc celui-là coûte aux alentours de 150 €, donc, et full duplex. C'est celui-là avec lequel j'ai fait une chute et où j'ai cassé la SMA. Et du coup, je l'ai pas mis. Donc en transceiver, donc là on est plus sur les équipements maison, on a le 9700, vous avez Alors le gros avantage c'est que le 9700, on vient de sortir, le 821 et le 910 sont en vente en occasion à des prix très très abordables. Donc ça c'est la bonne nouvelle. L'avantage du 9700, mais vous pouvez l'équiper aussi des postes plus anciens, parce que moi j'ai équipé le 910 avec une sortie panadapteur dessus, un panoramique. Parce que si vous êtes chez vous et que l'affichage de tout le transpondeur sur du linéaire est vraiment intéressant parce que vous allez louper aucun QSO. Vous allez très vite passer d'un QSO à un autre. On le voit en HF, l'intérêt d'avoir aujourd'hui, si vous n'avez pas de waterfall qui s'affiche, bah vous allez avoir beaucoup plus de mal à faire des DX parce que vous n'allez pas voir où est en train d'écouter le DX. Voilà. C'est devenu quasiment une norme aujourd'hui. Il faut aussi en tenir compte. Donc vous avez le TS2000. Alors j'ai pas mis à jour le slide parce que vous avez aussi le futur ICOM, j'ai plus la référence. Ouais. Le petit SDR portable 705 qui va certainement. Enfin les gars ont déjà fait des projections aux États-Unis pour mettre 2 705 pour faire du. Ça devient n'importe quoi l'histoire, mais c'est comme ça. Et effectivement, alors le fameux les deux 817. Alors donc c'est ici c'est ce que moi j'utilise. Donc vous avez deux. Donc en fait là j'utilise avec une. Alors là elle est débranchée, en fait j'utilise avec
harnais qui permet d'avoir le 817 comme ça. Et vous avez un qui sert à l'émission, l'autre qui sert à la réception. Donc c'est ce genre de produit. On peut les asservir les deux aussi, pour qu'ils montent et qu'ils descendent. Ouais, c'est ça en fait. Il y en a un sur lequel est branché le micro et l'autre le haut-parleur. Si je change la fréquence de l'un, moi je rattrape le Doppler. Oui, tout à fait. L'idée c'est d'avoir en général une fréquence de réception fixe. La logique, hein, c'est un standard, mais c'est pas de raison technique à ça. Mais c'est d'avoir une fréquence de réception fixe et puis de jouer sur l'émission. De corriger sur l'émission pour toujours s'entendre synthétiser. Donc des 817-818, moi j'utilise des batteries extérieures. Puisque en fait les batteries qui sont internes mettent 10 heures à se recharger, donc si vous voulez faire un passage c'est bien, mais si vous voulez en faire plusieurs en expédition c'est moins bien. Et aux États-Unis on utilise ces batteries-là, donc des Bueno Power, qui ne sont pas des LiPo, mais qui sont des LiFo, FE, donc lithium fer, et du coup ça explose pas, c'est pas mal. Donc ça passe dans les aéroports. Ils tiquent un peu, mais quand on leur dit que ça explose pas, ils sont contents. Et ça, c'est un avantage de charger assez vite et d'avoir une grosse économie. Ça explose pas, par contre, la bombe que j'ai la rotarise, Et bien sûr, les deux portatifs Baofeng où voilà, finalement, pour 50 €, on arrive à faire quelque chose. Donc, moi, je trouve ça très rigolo avec deux Baofeng, de faire des QSO avec des Baofeng et une antenne fabrication web, c'est vraiment c'est fun. Un portable fait des enseignants. De quoi? Un portable fait des enseignants. Oh là, j'ai Le Transailor fait des enseignants. Ah oui, c'est encore mieux. Hein. comme ça pour ajuster la fréquence, tu tournes le. Bah, Nice 402 à Nice 202, ça serait absolument. Tu ajoutes la varicole. Exactement. Les satellites, il est fait maison. Ou à la rigueur, juste un portatif, alors bien sûr que ça se fait avec un portatif qui est simplex. Mais effectivement, il faut bien comprendre comment ça fonctionne, l'effet Doppler, etc. Et faire attention de ne pas passer en émission si vous n'êtes pas sûr si vous n'entendez pas. Enfin, c'est vrai aussi pour tout. Si vous n'entendez pas satellite, ça sert à rien d'appeler. J'ai envie de le dire, c'est comme un DX, quoi. Si vous n'entendez pas le DX, c'est pas la peine d'appeler sur sa fréquence. Donc, la mauvaise approche, c'est d'utiliser un tripod, je vous expliquais tout à l'heure. La bonne approche, c'est de faire comme moi de l'haltérophilie ou de faire des trous sur sa. Je présente que c'est un gars qui tourne maintenant là, sur l'AMSAT. Je vais en bas, je vous dis. Mais le rôle, c'est. Le truc marrant, en fait, c'est. Donc vous pouvez aller chercher le W8 Lima India Delta, qui en fait fait un schéma en fait pour comment percer son boom de ce haro de façon à l'alléger. Et c'est vraiment, il faut vraiment avoir posé les deux pour se rendre compte comme c'est efficace. C'est dommage, j'en ai pas fait. C'est un débutant, c'est un débutant. Ouais. Donc la mauvaise approche c'est ça, parce qu'effectivement vous allez le fixer alors que ça bouge tout le temps et vous n'allez jamais pouvoir autoriser. Pourquoi d'ailleurs à ce titre-là, pourquoi les records sont toujours faits en portable? Alors pour aller chercher des horizons négatifs, parce qu'en général, à part si on habite au Cap-Vert, à des 4C, sinon on n'a jamais d'horizon négatif chez soi. C'est rare d'habiter à 400 mètres d'altitude au-dessus de la mer. Sur le Mont Blanc. Mais en général, on est en portable. Donc, non, mais là c'est le cas. Mais je veux aller sur un pont, si vous avez des ponts dans la région, quand vous êtes familier avec l'AMSAT, aller sur des ponts hauts et essayer de contacter les États-Unis avec des passages très bas. Vous allez aller de plus en plus loin. Peut-être que la première fois, vous allez contacter quelqu'un qui est sur la côte est, et puis au fur et à mesure, vous allez rentrer dans les terres jusqu'à contacter des stations comme Fort Juliette, qui est dans le Colorado, des choses comme ça. Donc, disons, à l'heure actif, c'est un nombre de pays européens, alors qu'ils sont dans les rocheuses. Donc, par contre, là, il faut aller chercher des horizons, les contacts durent 10 secondes, 20 secondes. Donc, il faut commencer à être un petit peu. Il faut un petit peu d'entraînement pour réussir à faire ce genre de choses, mais ça se fait. Donc, voilà, l'optimisation de la polarisation, c'est quelque chose que vous ne pouvez jamais faire avec ce genre de choses fixes. Et pourquoi on utilise donc le portable, c'est qu'avec des antennes fixes, vous allez avoir, même si vous êtes en polarisation circulaire, même si vous avez une polarisation qui est plus ou moins adaptée à la polarisation, vous avez quand même 3 dB au minimum de perte
entre une polarisation parfaite et une polarisation qui va faire des compromis. Donc on utilise des antennes en mobile en les tenant vraiment pour pouvoir optimiser ça. Ça c'est quelque chose qui est un élément qui peut paraître insignifiant, mais 3 dB, quand vous allez chercher un satellite qui se situe à 4000 km, et que vous avez très peu de temps pour vous adapter à la chose, le point de vue il va s'adapter. Si vous avez un rotor, ça va être moins précis. En poids, ça fait combien une antenne comme ça? En poids, poids. c'est une excellente question. J'ai pas l'info. Bah, tu soupèses. Oui, non. Avec un élément en bois, c'est vachement plus léger. Le problème, c'est pas qu'elle soit lourde, c'est de la tenir par une extrémité. Le problème c'est pas qu'elle soit lourde, c'est qu'au bout de 10 minutes ou 20 minutes, elle va commencer à l'être. Effectivement, là, elle n'est pas lourde, mais en fait, le problème, c'est qu'effectivement, on va pas la tenir là, on va la tenir là. Et... Bah, t'accroches un ballon, les lions. C'est peut-être pas très économique. Tu ne voyages pas, un système de détection de signal qui va arriver. Avec des matins, Un des éléments, je suis là pour ça aussi, pour représenter l'AMSAT. L'AMSAT, c'est 50 ans cette année, donc je vous encourage si vous vous intéressez aussi. Ah, je croyais que c'était le 5 pour 5 watts. Pour 50 watts. Donc c'est une association qui a besoin de fonds, puisque c'est elle qui lance les satellites, donc sans ces adhérents, on ne peut pas exister. Donc si vous vous intéressez aux satellites, si vous utilisez des satellites, adhérez à l'AMSAT parce que ça permet de... Moi aussi j'ai 50 ans et j'ai besoin de ça. Et je vous laisse donc les différents liens pour avoir en fait toutes les activités. Alors un des éléments intéressants sur l'AMSAT, c'est cette page-là. Donc cette page-là, en fait, c'est une page de reporting. Donc même si vous faites que de l'écoute, si vous êtes écouteur, parce qu'il y en a un dans la salle qui est en train de passer sa licence, sur le travail de sa licence, vous pouvez l'encourager, c'est Stéphane, qui nous a rejoint, qui va bientôt, j'espère, être ordinateur. Même si vous faites que de l'écoute, si vous n'avez pas le temps de passer en émission et que vous avez entendu le satellite, vous pouvez aller sur cette page-là, dire j'ai entendu ce satellite-là à telle heure, et du coup, vous allez pouvoir reporter le satellite. Et ça permet de savoir si le satellite est en fonction ou pas. Alors ça, c'est bien, c'est parce que comme ça, on voit les activités des satellites entendus à tel passage. Ouais, c'est ça, c'est cette page-là dont je suis en train de parler. Et ça, vous pouvez le mettre à jour, c'est mis à jour par l'ordinateur. Alors pourquoi il y a besoin de savoir si le satellite fonctionne ou pas? C'est qu'en général, les satellites fonctionnent quand tout va bien. On a donc Oscar 7 qui est un satellite qui date de 1974. Donc si vous avez... je ne sais pas si en 1974 il y avait beaucoup de gens qui avaient connaissance. Il a claqué là. Ouais, mais moi aussi, mais c'était dans une autre vie. Donc, c'est un satellite, pour la petite histoire, voilà, c'est ça, en fait, pour la petite histoire, c'est un satellite qui a été lancé, qui a connu en fait, une fin de vie assez malheureuse puisque ses batteries ont lâché. Les batteries se sont mises en court-circuit, donc le satellite a été considéré comme mort, et puis, presque, je crois que c'est 15 ans plus tard, je ne suis pas sûr de chiffre. Les batteries étaient tellement froides que le fusible, elle s'est plus mise en court-circuit. Et du coup, les panneaux solaires ont réalimenté la partie transpondeur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a plus de bougie dessus, il n'y a plus de commutation possible, il n'y a plus de télécommande, il n'y a plus de télémétrie, il n'y a plus rien, sauf le transpondeur. Et le transpondeur, en plus, sans correction, c'est-à-dire que les ingénieurs avaient prévu en fait, une correction du niveau pour qu'il soit constant. Ils avaient prévu une correction de la puissance de réception, c'est-à-dire de façon à compenser. Il n'y a plus ça. Donc en fait, le satellite, il est en mode détérioré à mort par rapport au confort qu'on avait sur le Oscar 7 au début. Mais il continue à fonctionner. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il a des endroits où il n'est pas linéaire. Donc il y a des pics, donc ça permet de le reconnaître puisqu'il n'a pas de balise. Ça permet de savoir qu'il est là. Mais en contrepartie, ça pose un problème, c'est que quand il a trop d'émissions qui rentrent, donc en réception, quand il veut trop amplifier un signal, ils sont en conjus. Et il repasse dans le mode A, c'est-à-dire il passe en émission sur 10 mètres et en réception en 2 mètres. Donc c'est un satellite c'est le dernier satellite qu'on ait qui soit aussi haut dans le ciel, puisqu'il a 1200 mètres, quelque chose comme ça, 1200 km. Et du coup ça permet d'avoir quelque chose qui permet de faire des liaisons jusqu'à, disons qu'à plus de 7000 km pour les meilleurs, voire 8000.
et que quand il est effectivement dessus du soleil, mais ça c'est encore, forcément il est en permanence, enfin il est quasi en permanence, mais il a des moments d'éclipse. Mais c'est surtout qu'il y a des gens qui rentrent dessus en CW, pointent plein fer et qui font sauter. Voilà, donc, sur ce satellite-là, il faut y aller vraiment doucement parce que c'est notre petit jeu. On avait un autre satellite qui fonctionnait super bien, qui était FO29, qui est japonais, qui est tombé en panne il y a quelques mois maintenant, et malheureusement qui permettait d'avoir des distances autour de 6000-6500 km. On doit avoir encore à pas loin de 7000, mais malheureusement il est aussi tombé en panne. Il était plus récent que notre Linux, parce que je crois qu'il était 94, mais je suis pas sûr, dans ces eaux-là. Et celui-là aussi est tombé en panne. Donc aujourd'hui on n'a plus que des satellites défilant assez bas, donc entre guillemets le Oscar 92, on a apogé à 900 km, mais un PRG aux alentours de 600 km, 450 km. Donc selon les périodes, on peut faire des contacts plus ou moins lointains. Donc il faut aussi jouer avec ça, parce que les moments ils sont plus ou moins hauts sur le ciel et plus ou moins. Donc ça permet de faire des distances plus ou moins longues aussi. Voilà, est-ce que vous avez des questions? J'étais trop clair en fait. J'ai malheureusement pas été là depuis le début. Maintenant la différence, un peu l'engouement qui est un peu les syndicats maintenant, et puis bien sûr Oscar 100. Là on n'a pas du tout parlé de l'Oscar 100 parce qu'effectivement c'est un géostationnaire. La différence principale c'est qu'en fait c'est sportif. C'est pas le son, parce que j'en ai compris, c'est plutôt. Ça permet de monter en fréquence. Mais c'est Ah ouais. C'est un relais. C'est le Là on est sur quelque chose qui est sportif et où on devra devoir courir après le satellite, alors que l'autre on le met en face en permanence. C'est pas le même Donc budget. c'est pas la même utilisation. Enfin, pour l'émission, en tout cas. Donc la différence effectivement c'est que dans un cas on a toujours l'effet de surprise d'essayer de faire un contact et d'avoir quelque chose qui est pas aussi le sens. Et la dernière c'est une Rolls-Royce financée avec des moyens considérables que de toute façon les radiomateurs seuls ne pourraient pas se permettre. Donc, on ne peut plus se permettre puisque la série Oscar nativement dans les années 70-80, il y avait beaucoup de moyens, mais malheureusement on les a plus. La Russie, ils font plus rien, ils vont tout la radio sport. Non, il y avait les RS, les séries RS, c'est pareil, c'était juste fabuleux de pouvoir faire des contacts sur les RS, mais malheureusement ils sont tous morts. C'est RS15, Comme ça, ça doit être ça. Et malheureusement, voilà, on n'a plus tous ces moyens, donc il faut recréer l'engouement autour de ça, il faut adhérer à l'APSAT pour puis montrer notre puissance et l'envie de faire des choses comme ça. Parce que QO100 c'est génial. Alors, moi je peux Jean-Luc et beaucoup d'animateurs en France me charrient avec ça parce que malheureusement on est à moins 6 degrés. Donc c'est dommage. C'est pas loin. C'est pas loin, mais j'ai fait une projection, je crois qu'il faut être à 60 km d'altitude pour l'attraper. Donc ça va pas le faire. Bon, j'ai pas de solution pour l'instant. Donc bien sûr l'APSAT a dans ses tiroirs des beaux projets. Mais effectivement l'avantage de QO100 et de l'APSAT-DEL c'est qu'ils ont eu la chance d'avoir un partenariat magique avec un financement, la possibilité de mettre un transpondeur comme ça. Les projets de l'APSAT Nord-Amérique du Nord, AENA, sont plus de l'ordre du défilant. On reste sur des défilants, par contre sur des défilants qui ont des attitudes qui sont intéressantes, mais encore une fois en s'appuyant sur des projets commerciaux qui voudraient bien nous laisser, il y a un contrat signé, donc a priori c'est une bonne voie, mais qui vont nous laisser en fait une petite place pour pouvoir mettre quelques kilos d'électronique sur des satellites commerciaux qui vont être défilants. Donc ça devrait être assez sportif et assez sympa. Mais l'expérience QO100 est intéressante parce que ça permet de monter en fréquence et de travailler sur des bandes qu'on n'a pas. Pour Pascal, c'est rien. Non, c'est pas ça. C'est vite chiant aussi, QO100. Je veux dire, Oui, c'est trop facile. c'est pas que c'est trop facile, mais ce qui est intéressant, c'est de bricoler le truc avant. Après, Ce qui est intéressant sur ça, comme roulant, c'est une certaine forme de bricolage.
C'est ça, voilà. Ça, c'est vraiment le point positif. Sur les cadres Après, Internet, il n'y a pas trop de magie, on hein, trouve ça à peu marche. près ce qui a été dit Très bien d'ailleurs. mais ce soir. Hein. Moi, je m'en sers pour Pour les contacter un copain à fréquences, 500 les km. évolutions et tout. Oui, oui, c'est pas Je cherche pas tous le même, c'est Intéressant. On parlait de 67. Non, Alors que alors, les finances, sur les 150, il faut deux. Alors, il y en a qui s'est fait avoir il y a quelques jours avec ça. Qui ça? Toi, sur les 150. Parce que la particularité des 150, c'est qu'il fonctionne avec un CTSS 67, mais tous les quarts d'heure, il s'arrête. Il s'arrête, il faut le rencontrer, je pense. Il faut le rencontrer avec un CTSS de 64 ans. Donc ouais, ils ont fait un truc... C'est un gentil, ça. Ça va, c'est pas bien. Il faut lire le manuel. Non, mais c'est vrai. Tout le monde s'est fait avoir. Je me moquais de Jolie parce que moi aussi, c'est tout se fait avoir. Côté ça, côté un En plus, il n'y a pas de porteuse comme les Oscar 80, tout ça. C'est le bordel. Là, c'est juste un enregistrement de place en émission, on passe en émission. Mais le problème, c'est que si on n'a pas la 14 ans prochaine, En gros, tu as 5 ou 6 éléments, tu as toutes les configs Tu du me truc. donnes pour rappel, pour déclencher le truc, etc. Moi, juste une question, plus on va dire d'ordre technique, si on peut dire ça comme ça. Je pense que c'est une question qui pose beaucoup de gens. Comment est-ce qu'on log un QSO? Parce que comme tu montes et tu descends, ouais. J'ai déjà en faire un QSO. tu logs la fréquence de montée, c'est ça? Alors, en fait, pour faire simple, si on parle de log sur LOTW par exemple, en l'occurrence. on a juste besoin, alors sur les logs américains, il n'y a pas besoin de mettre la fréquence. Enfin, moi, c'est un truc, je ne devrais pas le dire, mais c'est un truc que je ne fais plus depuis très longtemps. On log la bande de montée, la bande de descente, et c'est même pas obligatoire sur LOTW pour une raison simple. Vous avez deux champs qui sont réservés à ça. Il y a un qui s'appelle SatNav Propag Mode. Propag Mode, il suffit de mettre SAT dedans, SAT, et dans SatName, il suffit de mettre le satellite. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous avez des mises à jour de LOTW qui sont régulières. C'est quasiment que pour ça, pour rajouter le FT8 ou le FT4, et les nouveaux modes, et pour ajouter surtout les satellites. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un satellite, il faut qu'on attende que la mise à jour LOTW se passe pour que les logs puissent être validés. Et du coup, simplement en rentrant ces deux champs-là, donc tous les logiciels bien sûr de log qui n'ont pas 200 ans sont capables de faire ça. Et du coup, en fait, on n'a rien d'autre à loguer que ça. Les fréquences, on s'en fout. Parce que quand on donne la définition satellite, les caractéristiques du satellite elles sont connues. Donc effectivement, ça peut être intéressant de loguer au moins la bande, parce que pour certains satellites, il y a plusieurs nodes, comme ce qui est le cas pour Oscar 92 et Oscar 7. Mais voilà, après les fréquences, si vous êtes dans un passage, vous devez en plus noter la fréquence, c'est impossible. Donc en fait, effectivement, sur un passage, la plupart des opérateurs, simplement, alors même quand ils saisissent à la main, vous reprenez votre interphone et vous réécoutez le QSO, vous reprenez l'heure de début, puis en gros, toutes les minutes ou machin, vous mettez un QSO et ça passe, quoi. On ne peut pas être d'une précision, ça sert à rien, quoi, surtout. Donc on s'en met pas forcément. Ce qu'il faut, c'est que le QSO soit logué à peu près à la bonne heure et surtout dans le bon mode. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font l'erreur sur LOTW de mal loguer et de ne pas loguer avec le Propag mode SAT. Et du coup, moi je me suis retrouvé, alors d'ailleurs le blog qui m'a remonté des QSO dans LOTW avec en 2 mètres et en 70 cm, donc ce qui fait que j'ai des QSO faits en 2 mètres en 70 cm qui sont des QSO satellites. Parce qu'ils sont remontés par... Donc ça veut dire qu'il n'y a pas que moi qui me trompe. Enfin, moi je ne me suis pas trompé, c'est le blog qui s'est trompé. Et il y en a d'autres qui se sont fait avoir aussi, parce que je me retrouve avec des pays que je dois avoir des pays genre Angleterre contactés en VHF, donc je sais que je peux faire des transatlantiques, mais quand même. Voilà. En plus, c'est exemplaire, tu changes encore la fréquence de 2000. En plus, il y a le Doppler, donc si tu dois noter la fréquence, ce ne sera pas forcément la même. En plus, c'est que les Anglais, c'est du Doppler à gauche. D'autres questions? Oui, moi ça fait 20 ans que j'essaye. Oh Ouais. Maintenant, tu as La compris comment il faut seule faire. consolation ISS Ouais. que j'écoute régulièrement, que j'ai enregistré, ignoré, enfin toute la bande, et côté SAT, Et au niveau écoute? non, j'ai jamais entendu. ça, Alors c'est- sur YouTube, il suffit de taper, vous voyez, il y a des merveilles là-dessus. Du premier coup, il contacte, enfin, moi je crois rien du tout.
Alors, les sur- antennes, tout ça. ce qui est génial, c'est que aussi bien Oscar 91 que 92, ils ont des très très bons signaux, ils ont des transpondeurs qui fonctionnent super bien, et on arrive à les entendre avec un simple portatif avec une antenne d'origine. On arrive sans problème à les entendre. Donc en fait, un passage, il suffit de juste de choisir un passage. Il suffit juste de choisir un passage qui passe au-dessus de votre tête, c'est-à-dire à plus de 40 degrés d'inclinaison, pour être sûr de bien entendre, de se mettre dans un endroit où il n'y a pas trop de QRM qui est à peu près dégagé, en tout cas dans cette direction-là. Et c'est impossible de ne pas l'entendre. Alors, En plus, c'est Oscar très je bon. vais dépoussiérer les antennes et je vais remettre ça en haut. Voilà, Je mais vais vraiment essayer. avec un portatif, avec un portatif avec une antenne d'origine Oui, ou, oui, oui. ou une petite Yagi, c'est moi, je impossible de sais pas pas l'entendre. très bien un truc Ça, comme c'est ça. un météo, tu peux écouter. Après l'émission c'est un autre problème parce qu'effectivement il faut rentrer sur Ouais, la non, fréquence sur chaque déjà, La réception, écoutez, il y a- c'est déjà bien. hein. la réception c'est très très facile même avec un mobile ou si vous avez une station fixe. Non, non, mobile. Non mais je vous dis hein, avec une station fixe, J'ai essayé. avec une X200 vous recevez tous les passages d'Oscar 91, 92 s'ils sont à plus de 10 degrés d'élévation, à moins que vous habitiez dans une cave, hein, vous avez mis des signaux. Non, je suis dehors. Non, mais l'antenne, non. Même pas ouais. Non mais vraiment, elle est dans le connu. Dans le cave, j'applique. Non, vraiment, ce sont les satellites qui sont pas techniquement Je pense que ça vient de là. C'est ça, c'est qui du temps. Je suis pas expérimenté là-dedans, hein, c'est pour ça. Je suis bien placé. moi. Ça fait 20 ans que tu essayes de m'appeler aussi. t'as pas dit que ça fait 20 ans que je vais vite non plus. La prochaine fois, je prends la voiture de Génège. Pour le téléphone, c'est moins cher. C'est vrai. Mets-toi sur le point haut, tu l'attends. Oui. Enfin, c'est intéressant. Je pense que tous les horaires indiqués sur l'UTC. En fait, si vous utilisez, on peut le regarder, je vais vous faire une démonstration si vous voulez. Si j'ai toujours une connexion qui marche. Mais on a du wifi ici. Non, on n'a pas de wifi ici. Ah non, Ça fait de la radio. c'est bien. Avec de la radio. D'accord, on fait du FT8, mais c'est pas bien. Ouais, bon. Ah, fumer, même. Vas-y, s'il y en a qui Je passent. vais vous dire les gens. Bienvenue. Après, c'est comme Donc là, il est réglé, donc là je vais le régler par défaut parce qu'il n'a jamais été Aussi, paramétré. fumer. Ouais, un peu. Et après, donc je vais le mettre en langue française comme ça pour que vous ayez. J'ai fumé. Donc je mets juste Europe Paris, je mets GN 38, KD. 39 années. t'as un 39 KD. caractère en trop. T'as un caractère. Et je lance le calcul. Et donc là, il va trouver tous les passages qui sont courts. Et c'est heure locale ou heure UTC? Non, il est là. Il est 20. 22h10. Ouais, c'est pour ça. Je vais juste lui dire jusqu'à minuit. Parce que là, en fait, effectivement, il disait de 8h à 22h. Donc, il commence à afficher pour sa messagerie. Donc, s'il va à 2h10, actuellement, dessus de notre tête, on a FO 99. On a JO 97. Voilà, c'est cette grille. Donc en vert, ce sont les satellites linéaires, donc, sur lesquels il faut du USB. Et non, je dis bêtise, c'est la FM. Donc on a ISS qui passe, qui est en train de passer dessus. Donc c'est local. L'horaire. En fait, si tu te mets sur 45 puis 125, tu vas entendre. Si on arrive à time zone, tu vas regarder. Merci, mais voilà, 145 puis 125. Ouais, le passage est très très bas, mais si tu n'es pas trop mal dégagé en direction du Ouais, avec la sud-sud-est, directive, hein. C'est pas plus difficile. Sud-sud-est. ouais, en sud-sud-est, je sais pas qu'est-ce que vous avez comme horizon en sud-sud-est. Moins 2. Tourne dans l'antenne vers sud-sud-est. Ah oui, parce que là, Donc ceux qui sont en orange, c'est les satellites en FM. Et en violet, en violet, ce sont les linéaires. Et en vert, ce sont les numériques. Donc, là, en ce moment, il y a un peu de numérique, enfin, sur les numériques, qu'est-ce que tu du paquet radio ou des modes digitaux plus ou moins rapides.
9T8. Non, on fait pas de... Pas encore. Qui c'est qui décerne les fréquences, par exemple les transpondeurs linéaires, qui c'est qui donne les... C'est l'AMSAT. C'est l'AMSAT. Ouais, c'est l'AMSAT pour le monde entier. Parce que, Par exemple, le satellite chinois, déjà, chez eux, de A, ils ouvrent les deux A, ils tapent en plein dans le relais. ouais, tout à fait, ouais, ils sont roulement, ouais, tout à fait. Bah, les Chinois, ils ne demandent pas l'AMSAT, en fait. Donc c'est censé être l'AMSAT, mais effectivement, Ils ne coordonnent pas. là, ils ont tendance à pas coordonner. C'est pareil, il y a des petites exceptions comme ça, avec SO50 par exemple, qui est un satellite des Émirats Arabes Unis, si je ne dis pas de bêtises. C'est pareil, ils sont 144 gigabytes, alors qu'ils ne devraient pas être là, mais des petites choses qui font qu'on n'est pas toujours coordonné. Ouais. Bah, il y a Oscar 92 qui va passer à 22h34. Cette année, je connais encore deux satellites qui vont être lancés. Il y en a un, je crois qu'il y a un transpondeur Bah, linéaire après, et un transpondeur FM. Ouais, le problème c'est qu'en fait, on a, sur les transpondeurs, on n'a pas forcément la date à laquelle le transpondeur va être activé. Quand c'est un satellite radioamateur, le premier truc qu'on fait, c'est de lui mettre la balise. Si la balise fonctionne, on fait les tests, et puis si ça marche, on lance le transpondeur. Donc une semaine après, ou 10 jours après, tout est opérationnel. Et donc, quand c'est souvent des satellites qui ont été lancés par des instituts de recherche, des écoles, etc., on est en seconde mission. La première mission du satellite, ça va être de faire ce pourquoi il a été lancé, et après, on a le droit de faire le joujou. Mais cette période-là, ça peut être 6 mois plus tard, ça peut être 1 an plus tard. Donc c'est pour ça qu'on a des satellites qui sont pseudo-opérationnels aussi, ou par exemple les LAXAT, ils sont opérationnels à des périodes, et puis quand ils recommencent les campagnes d'expérimentation scientifique, ils coupent le transpondeur parce qu'ils ont besoin d'énergie pour faire leur truc. Donc ils laissent juste la télémétrie, parce que comme ça transmet la data machin, mais la partie transpondeur, s'il n'y a pas assez de batterie, c'est le premier truc qui coupe parce que ça bouffe beaucoup d'énergie. Donc il y a le LAXAT, je crois, qui fait le tour de l'équateur pratiquement. Et le 86, ouais, tout à fait. Et ça, c'est le satellite Philippe. C'est celui-là qui sert pour les urgences. Il est très intéressant ce satellite parce qu'il a une orbite qui mange l'équateur. Donc c'est cool parce qu'en Guadeloupe, on peut le contacter. Et c'est celui-là qui fait 3 watts. Et du coup, il a été lancé pour gérer les catastrophes sur cette zone-là. Il a déjà été utilisé dans le cas de catastrophe. Et du coup, c'est vachement intéressant parce que sur des zones isolées, ça permet de pouvoir contacter les secours. Donc on a avec très peu de moyens, on peut aussi organiser les secours dans des zones très reculées du fond de l'Asie du Sud-Est. Il n'y a pas que des choses intéressantes, il n'y a pas que des choses sportives, il n'y a pas que de l'amusement, ça peut être aussi très utile. L'avantage de Cubo100, par exemple, c'est ça aussi, pour la sécurité, ça peut être vachement intéressant. Il est disponible tout le temps. Ouais. Enfin, tout le temps, mais pas. C'est pareil, Cubo100, sa principale mission, c'est d'envoyer de la télé quand même. Oui, non. Ouais. Après, non, mais il peut y avoir des usages qui sont intéressants. Donc ils ont 12 kW, je crois, de puissance aussi, si tu veux savoir. Enfin, de puissance l'énergie. Oui, non, faut pas oublier que c'est pas un satellite radioamateur. C'est juste un petit bout. Il y a un petit transpondeur. Un tout petit bout de transpondeur avec. Un jeu. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas. En fait, pour tous ces modes-là, c'est comme n'importe quel mode qu'on veut débuter, il faut déjà essayer d'écouter, de se renseigner, de réfléchir 2 secondes avant de pouvoir faire des QSO finalement. Il faut, comme toujours, dans le radio amateur, écouter, et après. J'essaye. Et en fixe, est-ce qu'il y a des antennes plus ou moins omnidirectionnelles qu'on peut installer sur un bout de toit, etc. Ne serait-ce que pour faire des turnstiles ou des choses comme ça, j'avais vu ça il y a quelques années. Ouais. Mais alors sur l'horizon ça marche moyen, mais ouais. Mais qu'est-ce qu'on perd? Moi j'ai commencé en fixe avec ce type d'antenne que j'avais fabriqué à l'époque, qui donnent quelque chose de tout à fait satisfaisant. Donc là on voit bien, il n'y a pas de rotor, c'est fixe, etc. Et je fais mes premiers QSO en fixe comme ça. Ça c'est très pratique, c'est du PVC, de l'aluminium, du varié plus simple. Et ça permet d'avoir une station, de pouvoir mettre même une clé SDR et de faire de la réception de télémétrie en permanence. C'est un peu à ça que je pense. Ouais. Et oui, parce que vous avez toujours pareil, que ce soit ça ou une turnstile ou quoi que ce soit, ça fait à peu près la même chose.
Bah, sauf que ça, on va chercher à recevoir, à avoir un mode de rayonnement qui soit isolé par rapport au sol, enfin, qui est à l'eau. Oui, effectivement. Il y a des gens qui utilisent ça, incliné à 45 degrés, avec un rotor juste un rotor azimutale. Ouais, ah oui, Ça oui, fonctionne oui, super bien. Du tout, parce qu'en fait, on se rend compte que quand on cherche à faire du DX sur 5 minutes, alors c'est moins vrai, c'est moins vrai en Europe. Et moi, quand je suis en Guadeloupe, bonsoir. Bonsoir. Ciao, ciao. En étant en Guadeloupe, la question ne se pose pas de savoir si je veux contacter quelqu'un qui est sur une île à côté, il y a quasiment personne. On est 5 dans toute la Caraïbe à être opérationnel. On a des gens au Brésil, on a des gens aux États-Unis, on a des gens en Europe, mais on va chercher à aller loin. Automatiquement, moi je ne peux pas me permettre de dire je mets n'importe quoi et ça va marcher, mais bien qu'on arrive à faire des cuisseaux comme ça. Mais l'idée c'est que la plupart du temps on va se retrouver avec une polarisation horizontale. Moi je suis en train de tout démontrer en polarisation circulaire et passer tout le temps en horizontal sur du fixe. Parce que sur du fixe, moi ce que je veux c'est contacter l'Europe, les États-Unis. Mais comme je suis loin de tout, ça justifie. Et donc à ce moment-là, chez moi, avec... Mais on a fait ici, l'année dernière, on a fait des QSO avec, en horizontal, hein, avec les ondes qui sont là. C'est 11 éléments. Avec les ondes. 35. Par contre, ça marche mieux en diagonale. De quoi? Antenne en diagonale, ça marche mieux. Non, pas forcément. Hein. Moi, moi, de mon expérience. Ouais, parce que tu vas, à ce moment-là, si tu es en diagonale, tu vas commencer à taper. C'est un compromis entre le. Enfin, ouais. plus ou moins. Mais le problème, c'est que tu vas le perdre à l'horizon et tu vas le perdre contre À l'horizon, tu as AO7 sur les USA, nickel. Et sur le plein. Après, oui, voilà. C'est une question de compromis, hein, c'est toujours pareil. Hein. Oui. Une X-Squad, on va avoir. Ou deux antennes alors. Ouais, il y a des gens qui ont monté ces types d'antennes-là, inclinées à 90 degrés, l'une de l'autre, et puis ils commutent. Ben voilà. C'est une solution aussi, mais on ne sera jamais. On aura... De toute façon, c'est qu'une histoire de compromis. La X-Squad, c'est ça en fait. Hein. La X-Squad de Vimo, c'est globalement ce genre de montage. Hein. Puisqu'on a. Là, on a peut-être 4 éléments, 5 éléments en fait, et croisés, et du coup, on a quelque chose. Un rotor 3 des sites, azimut et skew. Ouais, mais comme certains l'ont fait en EME. Certains l'ont fait en EME avec une travaillation qui s'adapte. Mais bon, ça devient. C'est compliqué parce que le poids est tel que c'est pas simple à faire. Donc c'est pour ça que la solution portable reste la solution la plus efficace, parce qu'on ne peut pas lutter contre la précision d'une main par rapport à un rotor qui. Le temps de bouger le rotor, on ne peut pas avoir la même inertie que ce qu'on peut faire avec une main. Donc oui, on peut faire des choses, moi j'encourage les gens à fabriquer plutôt qu'à acheter des choses très compliquées qui ne vont pas forcément bien marcher. Après, oui, effectivement, on peut prendre une 11 éléments croisés en VHF, ou 19 éléments croisés en VHF, et puis mettre 150 watts, et puis j'ai des indicatifs italiens qui me viennent à l'esprit, mais c'est pas forcément des références. Non, mais c'est vrai qu'on peut utiliser des usines à gaz pour machin, mais ça sert à rien. Trop d'éléments, si on perd le manque de l'ouverture, après il faut être vachement plus précis. Ah oui, mais après là, oui, ça commence à être un peu plus pointu parce que c'est pas la lune qu'on vise, c'est un petit objet perdu. Donc voilà. Donc oui, je crois que je suis en train de me dire que j'ai pas la bonne. J'ai pas le montage de la. Faut que je le rajoute sur l'antenne portable qui se fabrique, qui est une Moxon 2 mètres et avec des éléments UHF. Et pour se repérer, comment on commence avec ça? Ah bah oui, pour se repérer dans l'espace. Il y a plein d'applications. Il y a plein d'applications pour ça, mais quand t'as plus de batterie, là, t'es content. Sextant. Tout ça, C'est aussi des applications sur le smartphone où quasiment t'as la. Ça n'a pas forcément beaucoup de précision. Ouais, c'est pas top, mais t'as quasiment la photo avec la surimpression Oui, de droite. Et oui, ça manque de précision, ça peut manquer de précision quand on cherche à avoir des choses assez pointues. Ouais. C'est quand même vachement bien de pointer avec une boussole manuelle et de pouvoir savoir où on va aller chercher le passage. Et de se positionner, d'aller se positionner plus ou moins au bon endroit pour être bien dégagé, pour avoir une maison en face qui va nous générer un QRM de folie, alors qu'on pourrait se décaler de 10 mètres.
ouais, la boussole, ça reste un truc, en tout cas en voyage, qui est pas mal. De quoi? Ouais, c'est ça, ouais, c'est bien de préparer son passage et justement de faire ce genre de manip. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'en fait, quand on a une boussole d'une main et une antenne en aluminium de l'autre, il suffit de faire ça et on fait 90 degrés. Donc, il faut tenir le poste. Et en plus, il faut tenir le poste. Non, il faut, même si on le fait à l'avance, ça reste quelque chose qu'il vaut mieux avoir, il vaut mieux anticiper un peu et faire les choses. Voilà. Ouais. Ça, tu passes tout en cabine alors quand tu voyages? Ah, Ouais, ouais. à part l'antenne. L'antenne, je peux pas la passer en cabine. Ouais. Ça se passe en cabine. Ouais. Quelle heure il est? Comme ça, 3, donc c'est pas... C'était 825 là? Oui, oui. Bon, c'est un satellite que non identifié. Ah non, c'est une bêtise, c'est Hello 44. Je l'ai pas dit. Donc ça, c'est un satellite des étudiants de l'école navale, d'une école navale aux États-Unis, qui l'ont monté et qui ont... Alors ça, c'est un satellite qui est marrant, c'est qu'il fait 10 Jupiter APRS, et il a un mode d'entrée en PSK 31, Ouais. et on peut rentrer en PSK 31 sur 10 mètres, et être répété, et en fait, on est répété en VHF, sur 144-825, en paquet radio. Donc les gars se sont amusés à faire un truc un peu rigolo. Un peu sport, ouais. Ouais, et du coup, il faut gérer l'offset, le Doppler en 10 mètres. On peut se dire, ouais, c'est pas beaucoup, mais en PSK31. Bah oui, que c'est fait bon. Enfin, c'est pas. Ouais, c'est ça, et ça devient très vite sportif. Et du coup, ils ont fait un logiciel qui permet de faire du PSK31 qui tient compte de son Doppler et du coup de corriger le truc. C'est assez sportif, c'est assez rigolo à faire. Il faut trouver le correspondant en face. Mais rien que de s'amuser à se faire répéter en PSK31, de redescendre de l'info en paquet, bah, c'est pas si simple que ça. Et une fois qu'on l'a fait, on trouvera toujours un correspondant pour dire si sur le bulletin de board ou sur Twitter en disant j'ai fait ça, qui est-ce qui vient, il y a toujours un gars qui va réussir à dire moi aussi j'ai déjà fait, tiens mais on essaye de faire un peu ça. Et c'est rigolo de croiser des modes qui ne sont pas a priori faits pour son temps. C'est assez marrant. C'est bien fait en fait. On se rapproche du FT8 en montée là. Là pour le coup le FT8 avec la correction de Doppler en même temps, ça va être sympa. Tu le sens, hein, Ouais, sur le son c'est bien, c'est faire du FT4, C'est la réponse au traçage suivant. Après il y a plein de modes numériques qui sont expérimentés aussi, qui sont à plus haute vitesse, où il y a moyen aussi de s'amuser aussi à faire des choses un peu plus couillues, où il faut réfléchir un petit peu. Quoi. Donc c'est ça aussi, le côté expérimental et sur certains satellites, qui ne sont pas forcément très connus et qui sont l'Ikisat par exemple qui a été lancé il n'y a pas trop longtemps, où on peut faire des choses qui sont... Il y a tout un champ du possible, où ils ont... alors je ne sais plus si c'est Ikisat ou si c'est un satellite qui n'est pas encore lancé, mais où ils vont intégrer, en fait, pouvoir mettre à jour le firmware du satellite pour des nouveaux modes. C'est-à-dire qu'ils sont en SDR, c'est un SDR intégré en haut, et du coup, avec de l'informatique, et du coup, ils vont pouvoir faire des transpondeurs qui vont évoluer dans le temps ou qui vont expérimenter certains modes pendant certaines périodes, etc. Donc ça, c'est super intéressant parce que du coup, ça va permettre de pouvoir vraiment tester des choses. De voir comment se comportent des modes sur un satellite, alors que sans avoir lancé le satellite de façon spécifique pour ça. Quoi. Parce que sinon, donc oui, forcément, le paquet radio fonctionne très bien, mais bon, les deux sont lourds et c'est assez limite, mais expérimenter d'autres modes, ça reste un truc assez fun à faire. Voilà. Donc voilà la prévision des 2 jours à venir. Vous avez des satellites. Il y a quand même de quoi faire. Hein. Voilà, toutes les satellites, vous avez quelque chose, alors pas forcément que ça. Hein, c'est vrai. Alors tout n'est pas fonctionnel, tout n'est pas en mode en phonie, en FM, etc. Hein. Les FM, c'est simplement les oranges.
Donc voilà, il n'y a pas des passages tout le temps. Et après, il y a des périodes aussi, il y a des passages aussi nuls qui peuvent être très très bas dans le ciel. On choisit ces passages, mais oui, on peut jouer. Dans 6 minutes, il y a Oscar 92. Vous voulez écouter pour ceux que. On prend sur toi pour faire la démo. Bah non, mais moi je connais pas bien. Je l'ai déjà fait l'année dernière. Pour les barrières. Ouais, comme j'ai acheté une fois. Very good evening to you. You're 5 at 9. Juliet Oscar 02 Oscar Alpha Kyoto. Copy, many thanks and good night to bye. Western Polish Sierra 555 Charlie. November Alpha. Sierra 555 Charlie. Jérôme.